Peut-on tout dire? Donc du coup, revenons à ça. Bon, la question, a une formulation assez simple, heu, mais qui en fait est quand même très, très compliquée, vous allez voir, je crois, hein. Parce que l'évidence première, c'est que cette question «Peut-on tout dire?» pose la question de la liberté d'expression. Bon, OK, d'accord. Mais pas que, et loin de là, c'est beaucoup plus que ça. En fait, d'abord si on prenons dire et tout. Bon, tout dire. Bon, dire, on peut simplifier le mot dire à ce que l'on peut exprimer par le langage. Voilà, on peut le dire comme ça. Dire, c'est exprimer par le langage. Et tout, ça voudrait dire l'intégralité du monde. Ça voudrait dire, je peux dire tout ce que je pense. Je peux dire, le tout en soi veut dire l'intégralité du monde, l'intégralité de l'univers, c'est-à-dire l'absolu. Voilà. Euh, et donc, du coup, si on considère les concepts comme ça, euh, le peut-on pose une première question qui n'est pas du tout celle de la liberté d'expression. C'est la question qui concerne le tout, c'est-à-dire tout peut-il être exprimé par le langage? Voilà. Tout, l'absolu peut-il être exprimé par le langage? Euh, tout est-il pensable? Parce que pourrais-je exprimer quelque chose qui échappe à ma pensée ou à la connaissance? Donc, euh, euh, je, je, se demander si on peut tout dire, c'est d'abord se demander si tout est connaissable, se demander si tout est pensable. C'est donc se demander si l'absolu est accessible, la vérité absolue est-elle accessible, auquel cas bah, on pourrait peut-être l'énoncer et la délivrer. Et puis, c'est une question qui va plus loin parce que ça revient aussi à se demander, est-ce que ce n'est pas ce qui fait dire à ceux qui croient en Dieu que bah, on ne peut rien dire sur Dieu, puisque Dieu c'est l'absolu et qu'à partir du moment où il est absolu, l'absolu est indicible. Hein. L'absolue douleur, l'absolue tristesse, peuvent-ils être exprimés? Voilà. Ah, donc il y a ce premier aspect et qui consiste à dire tout peut-il être exprimé? Voilà. Tout peut-il être dit dans le sens de l'absolu? Peut-il être dit? Peut-il être exprimé? N'y a-t-il pas des choses que l'on ne peut pas dire? Absolument. Voilà. Ah. Euh, et quand bien même nous pourrions avoir accès à la connaissance d'absolument tout, admettons hein, que ce soit possible, reste à savoir, une question qui concerne là non plus le tout, mais qui concerne l'homme, hein, peut-on tout dire, le on, donc l'humanité, euh, euh, l'homme a-t-il les moyens de tout exprimer? Parce que quand bien même nous aurions accès à une connaissance ou à un absolu ou à l'absolu, euh, l'homme a-t-il les moyens pour tout dire? Et le moyen essentiel pour dire, on l'a vu, c'est le langage. Donc ça revient à s'interroger sur le langage. C'est le langage est-il un moyen qui permet de tout dire? Donc ça nécessite d'organiser un questionnement sur le langage et d'essayer de voir ce que veut dire ce qu'est le langage, ce qu'est le concept du langage. Ce n'est qu'après, en fait, parce que on voit bien que de fait, parce que c'est les questions de fait, ça, que de fait, on ne va pas pouvoir tout dire. On le pressent, mais quand bien même on pourrait tout dire, euh, euh, ça ne voudrait pas dire que de droit nous pouvons tout dire. Hein. Et là, c'est la question de droit qui revient dans le peloton, qui consisterait d'abord à s'interroger sur la question morale. Hein. N'y a-t-il pas des choses qu'on ne peut pas dire aux autres, par exemple? Hein. N'y a-t-il pas des choses qui seraient mauvaises à dire aux autres? Ce qui revient à se demander quelles sont les limites morales de l'échange que je peux avoir avec autrui, d'une part. Et puis aussi se dire que tout dire ne consiste pas à dire n'importe quoi non plus. Hein. Je ne peux pas aller dire n'importe quoi aux autres, je ne peux pas aller dire n'importe quoi à quiconque passerait dans le coin. Euh, Ça pose aussi la question de savoir si tout dire reviendrait pas plutôt à se limiter à ne pas dire des choses qui blessent l'autre. C'est une vraie question parce que moi, j'ai pour habitude de voir chez les élèves, par exemple, hein, les gens qui ont 18 ans considèrent qu'on ne peut pas dire les choses qui blessent. Bon, c'est une vraie question et vous allez voir que le problème n'est pas si simple. Euh, euh, et donc, du coup, se demander si on peut tout dire revient à se demander est-ce qu'on peut tout entendre? Voilà. Est-ce que tout le monde peut tout entendre? Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné adapter son discours aux personnes qu'on a devant nous? Il faudrait donc peut-être, alors du coup, ça pose une vraie question au niveau non plus de la vérité, mais de sa valeur morale, du contenu de la vérité, mais de sa valeur morale, c'est qu'il faudrait peut-être préférer mentir à l'autre plutôt que de lui dire la vérité, du coup. Parce que la vérité serait peut-être trop blessante pour lui. Mais en définitive, si je ne veux pas blesser l'autre parce que je l'aime, parce que c'est mon ami, la personne que j'aime, peu importe, euh, et donc du coup que je ne vais pas lui dire des choses parce que je ne veux pas le blesser, ça veut dire aussi que je suis dans un rapport
de supériorité face à l'autre, parce que je juge ce qui serait bon pour lui à sa place. Je ne lui laisse pas la possibilité de pouvoir juger ce qu'il est capable d'entendre ou non. Alors peut-être parfois pouvons-nous savoir ce que les autres sont capables d'entendre ou pas, hein, parce que nous les connaissons bien. Par exemple, les enfants ne sont peut-être pas capables de tout entendre, hein, et donc du coup, on comprend en quoi on pourrait le faire. Mais chez un adulte à qui on octroie le droit à la liberté de penser et le droit à l'autonomie, euh, qu'est-ce qui pourrait me faire dire qu'il vaudrait mieux que je lui mente? Voilà. Hein. De quel droit je pourrais prendre la décision de lui mentir parce que je l'aime? Pour le sauver de quoi? À sa place. Être son sauveur à sa place, c'est compliqué. Hein. C'est une vraie question compliquée. Euh, et même dire ce que l'on pense, parce que tout dire, ça peut être ça aussi, dire ce que l'on pense. Ça, il y a des gens qui disent ouais, je dis ce que je pense, je ne suis pas un faux cul, etc. Je ne suis pas hypocrite. Oui, mais parfois, au lieu de dire ce qu'on pense, on ferait mieux de penser à ce qu'on dit. Est-ce qu'on peut dire ce qu'on pense sans vraiment penser à ce qu'on dit avant même de le dire? C'est une vraie question aussi qu'on posera. Rapidement, évidemment, hein, parce que je crois qu'il nous reste 20 minutes. Donc, vous voyez, toutes ces questions, on va surtout faire le tour des questions. Et dire ce qui nous passe par la tête, n'est-ce pas justement permettre aux mots à un moment donné, de dépasser notre pensée. Donc, peut-on tout dire? Est-ce que ça veut dire aussi qu'on doit laisser parler les mots à notre place ou quelque chose qui serait en nous, comme d'ailleurs il y a de la pensée malgré nous, hein. On pense souvent à ma place, en moi, hein, il y a des idées qui arrivent, des fois, on se dit qu'on est libre de penser, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas libre du tout. Il y a bien plein de pensées qui viennent en nous, malgré nous. Hein. Et donc, du coup, il y a parfois des phrases qui sortent de nous, et quand on les dit, on s'aperçoit soi-même qu'on a dit une grosse connerie, et on aurait aimé pas la dire. Pourtant, c'est nous qui la disons. Hein. Donc, du coup, ça pose la question de savoir si parfois, de vouloir dire ce qu'on pense, nos mots ne peuvent pas dépasser notre pensée. Voilà. Si ce n'est pas plutôt penser à ce qu'on dit qu'il faudrait faire. Mais au-delà de la question morale, il y a évidemment la question légale, là, qui est intéressante aussi et qui est celle qui arrive en premier pourtant dans l'esprit des gens quand on dit peut-on tout dire, c'est la question de la liberté d'expression et de sa limite par la loi. Euh, donc du coup, si la liberté d'expression est fondamentale, en quoi la loi peut-elle censurer? En quoi la loi peut-elle privé de liberté d'expression. Et d'ailleurs, on voit bien dans les débats sur la liberté d'expression autour de Charlie Hebdo, etc., que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi, dans ce cas-là, la liberté d'expression est violée, dans d'autres cas, pourquoi elle n'est pas violée par la loi. C'est une vraie question aujourd'hui parce qu'elle est remise en cause, cette liberté d'expression. Hein. Et donc, du coup, c'est une question très pertinente, mais vous voyez qu'en en fait, elle ne peut arriver qu'à la fin, qu'une fois qu'on a déterminé ce que l'on pouvait dire, ce qui était dissible, ce qui était indicible, et que on pouvait ensuite déterminer dans notre rapport à autrui ce que nous nous permettons personnellement de pouvoir dire ou non, et ce n'est qu'ensuite que la loi pourrait intervenir une fois que toutes ces questions sont traitées. Donc, du coup, commençons par tout dire reviendrait à tout penser, tout connaître, avoir accès à l'absolu. Donc, ça pose d'abord la question de y a-t-il des vérités absolues? Euh, et s'il y a une vérité absolue, cette vérité est-elle accessible? Bon, on ne va pas faire des heures là-dessus, hein, euh, on va aller assez vite, mais on confond souvent quand on parle de la vérité, euh, euh, la vérité et le vrai. Bon, euh, la vérité, c'est le jugement que l'on porte sur le discours sur les choses. La vérité, ce n'est pas l'existence des choses. Par exemple, s'il y a une chaise ici, le fait même qu'il y ait une chaise ici n'est pas une vérité. Ce qui est une vérité, c'est le fait que je dise qu'il y a une chaise ici. Si je dis il y a une chaise ici, je dis quelque chose qui est vrai ou qui est faux. Si je dis il n'y a pas de chaise ici, alors que je peux constater avec mes yeux qu'il y en a une, évidemment, je dirais quelque chose qui pourrait être faux. Bon. Ou si c'est un frigo plutôt qu'une chaise, je peux me tromper. Bon, c'est que je ne vais pas très bien quand même, hein, c'est que j'ai une mauvaise vue, mais quand même. Donc, le vrai et le faux reposent sur ce que l'on dit et non pas sur les choses. Euh, donc, du coup, par exemple, quand je dis, c'est là qu'il faut distinguer le vrai et la vérité. Par exemple, quand je dis que le ciel est bleu, c'est vrai. Bon, c'est vrai. C'est cohérent, tout le monde comprend ce que je veux dire. Mais dire que le ciel est bleu, c'est pas la vérité. Enfin, je veux dire, personne ne va aller, la science, si vous dites, la science ne vous dira pas, théorisera pas en disant le ciel est bleu. Hein. Le bleu que je vois quand je regarde le ciel, ou le gris que je vois quand je regarde les nuages, il suffit que je dépasse le gris et j'arrive au bleu. Donc, du coup, le ciel, c'est quelque chose de très fluctuant en définitive dans l'expression le ciel est de telle couleur. Hein. Et personne ne va redescendre de là-haut avec un morceau de ciel en me montrant qu'il est bleu et en faisant une analyse chromatique, par exemple. Bon, on sait que tout ça tient au fait de la réfraction de la lumière. Et si je voulais expliquer pourquoi je vois du bleu lorsque je regarde le ciel, il faudrait que je passe par d'autres théories que par simplement le fait que mes yeux voient du bleu et donc que le ciel serait bleu. Donc, si la vérité, donc du coup, ne peut être
que dans le discours que l'on a sur les choses, et que si le discours que l'on a sur les choses ne peut pas, dans ce discours, on ne peut pas confondre ce qui est vrai, donc cohérent, de ce qui serait la vérité, donc scientifique, par exemple, hein, sur laquelle il y aurait une forme d'exigence, de rigueur et de nécessité de la vérité scientifique, parce qu'elle serait fondée sur des principes nécessaires qui seraient la mathématique, la logique, etc., la rationalité en définitive. Il n'y aurait donc que la science qui pourrait tout dire. Hein. Mais ça ne signifie pas que la science a accès à l'essence des choses. Et d'ailleurs, même, on sait depuis assez longtemps, et puis le XXe siècle en a fait la preuve, et les scientifiques aujourd'hui le disent très clairement, et un des premiers, en tout cas celui qui en parle le plus clairement, c'est Kant, qui explique qu'en définitive, on n'a jamais accès à l'essence des choses. Hein. L'essence qu'on appelle le noumen des choses, l'essence même de ce que serait la vérité de la chose, mais qu'on n'a jamais accès qu'à un phénomène, à une représentation de la chose. Je ne rentre pas dans les détails, mais en définitive, ça voudrait dire que toute connaissance est en définitive limitée, subjective. D'ailleurs, la science n'avance que sur ses propres ruines. Elle n'avance pas, elle ne pose pas des vérités totalement définitives. J'explique pas là pourquoi, même en mathématiques, c'est le cas, hein, mais il n'y a pas de vérité définitive et absolue en mathématiques. Donc, ça signifie que notre connaissance est limitée, que notre pensée est finie, et que, en tant qu'être fini, je ne peux pas avoir accès à l'absolu des choses, puisque cette vérité ne dépend que du discours que je tiens sur elle. Et d'ailleurs, en religion, puisque l'absolu, c'est aussi dans la religion Dieu, hein, Maître Eckhart disait, alors ça c'est le Moyen Âge, hein, c'est 1300, ça vient pas de lui, mais c'est lui qui l'a le mieux théorisé, hein, c'est un religieux évidemment, il disait, en fait sur Dieu on peut rien dire, hein, si Dieu existe et qu'on y croit, on n'a qu'une chose à faire, c'est se taire, hein, parce que en fait, Dieu n'est rien que l'on puisse exprimer ou penser. Voilà. Parce que si je peux commencer à penser Dieu, ben, ça ne peut plus être un être infini. Moi qui suis un être fini, comment je pourrais dire des choses sur Dieu alors que je considère que Dieu, si j'y crois, est un être infini. Donc du coup, à partir du moment où on croit en Dieu, la seule chose qu'on a à faire, c'est de ne rien dire. Bon, voilà. C'est assez radical, hein. C'est une pensée de la négation de la foi qui est intéressante. Hein. Dieu comme néant parce que inaccessible, mais ça revient, peut-on tout dire? Eh bien, là encore, voilà une limite par rapport à l'absolu, par rapport à la vérité, on l'a vu à les sciences, mais par rapport à la religion, si Dieu existe, je n'ai plus rien à dire en définitive. Voilà, il n'y a plus rien à dire. Bon. Mais je vais quand même continuer de dire, donc peut-être que je me prends pas pour Dieu, hein, mais il faut que je continue quand même à dire des choses. Bon, donc tout dire reviendra donc à dire ce qui est accessible à ma pensée. Après cette réflexion, donc tout dire, si c'est dire l'absolu, bah, la question elle est résolue. Mais tout dire, c'est peut-être pas seulement dire l'absolu. Tout dire, c'est peut-être dire tout ce qui est accessible à ma pensée, tout ce qui est accessible à la connaissance. Et dans ce sens, il faut maintenant se demander si nous avons les moyens de tout exprimer. Si toutes les choses dont je peux avoir une forme de connaissance ou dont je peux avoir une forme de ressenti ou de pensée peut être exprimable. Et donc là, ça revient à se poser la question du langage. Se poser la question du langage, oulala, il est 53, diable. Bon, je ne sais pas si je vais y arriver. Non, je ne vais pas y arriver comme d'habitude. Mais se poser, ceux qui sont sur Instagram, si vous voulez connaître la suite, il faudra peut-être finir sur Facebook. Sur YouTube, pardon. Le lien est sur mon Facebook. Voilà. Le langage peut-il tout dire revient à d'abord considérer que dire, exprimer, c'est une nécessité. Il n'y a pas de liberté de penser s'il n'y a pas de liberté d'expression. Hein. Penser, c'est d'abord exprimer sa pensée. Il n'y a pas de pensée sans l'expression de sa pensée. Boileau disait au XVIIe siècle une phrase à peu près comme ça, un vers à peu près comme ça, hein, ce qui se pense bien s'énonce clairement et les mots pour le dire nous viennent aisément. Euh, euh, Ça veut dire que quand je pensais une chose, c'est mettre des mots dessus. Autrement, on la ressent, mais on ne la pense pas vraiment. Ce qui ne veut pas dire que le ressenti est inférieur à la pensée. Hein. Attention. Ou que le sentiment est inférieur à la pensée. Mais penser, c'est d'abord dialoguer avec soi-même. Ça, c'est Socrate qui disait ça. Hein. La pensée, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même. Donc, si penser, c'est dialoguer avec soi-même, penser, c'est se parler à soi-même. C'est donc à un moment donné mettre des mots. Et le mot est à ce moment-là, la langue, le langage est à ce moment-là ce qui est révélé à soi-même. Mettre des mots sur les choses,
c'est les révéler à soi-même. C'est ce qu'on voit en psychanalyse aussi, hein. La psychanalyse ou la psychologie détermine le fait que c'est en mettant des mots sur les choses que tout à coup, elles vont se mettre à exister, alors que parfois, je n'ai soupçonné même pas. Donc, on peut donc tout dire, puisqu'il faut dire pour que les choses existent. Donc, dire une chose, c'est la faire exister quelque part. Et d'ailleurs, on peut même se demander si on ne voit pas grâce aux mots, si on ne sent pas en grande partie grâce aux mots. Vous connaissez sûrement ça, il y a eu des polémiques autour de ça, mais la question est résolue, me semble-t-il, maintenant par les scientifiques. Les Inuits, qui sont un peuple qu'on a tendance à réduire aux Esquimaux, enfin bref, peu importe, mais qui vivent au pôle Nord, ont une langue qui s'appelle l'Inuktitut. Pardon, excuse-moi, mais je parle très peu inuit en fait. Mais ça c'est Inuktitut. Et en Inuktitut, il y a 93 mots pour dire la glace. 93 mots exactement. Euh, eh bien, eux, quand ils sont sur la glace, ils voient 93 choses. Parce qu'ils ont 93 mots pour le voir. Moi, je vous mettais sur la glace, je vois la neige parce que je me casse la figure et que j'ai le nez dans la neige. Non, mais je vois rien, voilà. Ou je vais voir très peu de choses. Si je réfléchis au nombre de mots que j'ai pour déterminer ce qu'est la neige, la poudreuse, la glace, je sais pas, peut-être une congère, bon voilà. Si j'arrive à 10, ça va être le grand maximum. Sauf que moi, je serais incapable de survivre sur la glace et eux sont capables parce qu'ils voient là où ils peuvent passer avec du poids, ils voient la glace qui est fraîche, ils voient la glace qui est plus ancienne, celle qui est suffisamment dure pour faire un igloo, etc., etc., etc. Et donc, du coup, ils voient là où ils peuvent aller pêcher, etc. Et donc, du coup, ils voient des choses que je ne vois pas parce qu'ils ont les mots pour décrire les choses. Et donc, on apprend peut-être à voir avec les mots. Et donc, du coup, chercher à tout dire, c'est peut-être aussi chercher à tout voir. Euh, euh, et puis, voir, c'est donc toujours mettre un mot sur les choses que l'on voit. Voir une chose, apercevoir, percevoir une chose ne signifie pas l'apercevoir. On aperçoit une chose, c'est-à-dire quand on en prend conscience. Et en prendre conscience, c'est mettre des mots dessus. Alors on peut voir des choses qu'on n'a jamais vues et ne pas avoir les mots pour la décrire. Mais peu à peu, on va toujours la ramener à quelque chose de connu, on va toujours mettre des mots qu'on connaissait. Et s'il le faut, on pourra inventer des mots. C'est le propre même de l'articulation du langage. Et c'est bien la différence justement entre l'articulation du langage et tout autre mode de communication. Je vais aller vite, hein, mais le langage, c'est cette capacité que les hommes ont de pouvoir, avec un nombre limité de signes qui ne signifient rien a priori, A, B, C, D, le son A, B, C, D, les lettres, etc., pouvoir former une infinité de sens en formant des mots, en associant les mots les uns aux autres, en changeant les mots, en jouant avec les mots, en jouant avec les phrases, etc., etc. Donc, je peux toujours inventer des mots. Et on a quand même le sentiment que le langage est aussi infini que ce que nous aurions à voir ou que la connaissance que nous pourrions avoir. Et donc, du coup, ça veut dire aussi que pour tout dire, eh ben, il faut connaître des mots. C'est-à-dire que le vocabulaire est aussi essentiel au fait que nous puissions voir des choses et que nous puissions dire des choses. Et que dire des choses quand on n'a pas les mots, eh bien, ça revient souvent, on le sait, hein, à se dire ben, qu'on est. Il y a beaucoup de gens hein, qui se disent ça, c'est que quand ils ne trouvent pas les mots pour dire les choses, ils ont l'impression d'être idiots, en fait. Et c'est souvent quelque chose qui, par exemple, chez les jeunes, les bloquent et leur interdisent de dire des choses parce qu'ils ont l'impression que ce qu'ils vont dire est idiot, parce qu'ils ne sont pas sûrs que les mots qu'ils utilisent soient les bons. Euh, et d'ailleurs, on pourrait même aller plus loin. Hein. Peut-être que c'est pas moi qui dis ça, hein, mais enfin si c'est moi, du coup, je le reprends à mon compte, mais j'ai perdu le nom de la personne qui dit ça, de ce philosophe contemporain, qui dit je me comprends. Je me comprends quand quelqu'un dit je me comprends. Vous savez, quand on dit mais on pose une question à quelqu'un, il ne peut pas vous répondre, il n'a pas d'argument, il a juste une idée, une opinion, mais il ne peut pas formuler d'argument. Et il dit je me comprends. Bah, je me comprends, ça ne veut rien dire en fait. Hein. Je me comprends, c'est presque se prendre pour Dieu en fait, pour un absolu, c'est-à-dire que je me parle à moi-même dans une langue que je ne peux pas exprimer à l'extérieur, et donc du coup, je me comprends. Je suis à moi-même le centre même de ma propre langue et de ma propre connaissance. Hein. Et ça me suffit. Bon, voilà. Hein. Donc du coup, le langage est infini et il faut toujours en inventer pour étendre le champ de notre connaissance du réel. Et donc du coup, on pourrait dire que le langage, c'est la traduction de notre pensée. Mais est-ce que traduire la pensée, c'est pas la trahir? Est-ce qu'il n'y a pas des limites au langage? Et ça, c'est aussi Bergson, une fois de plus. Hein, c'est un peu le hasard, mais c'est Bergson qui dit ça. C'est que il y aurait des limites au langage. Le langage serait limité par le fait que euh, le langage, ce sont des noms communs.
Si je n'utilise pas, c'est pour faire un point commun entre nous, un lien commun entre nous. Si je n'utilise pas le langage des noms communs sur lesquels nous allons donner une définition commune, bah, je ne peux pas échanger avec vous. Je ne peux échanger avec vous que parce que nous utilisons des noms qui nous sont communs, qui font la communication. Mais du coup, comment parler de choses qui ne sont pas communes? Comment parler de choses qui m'appartiennent en propre, qui seraient de l'ordre de ma vie privée, de mon sentiment intérieur, de mon existence intérieure? Nous-mêmes, on a du mal, chacun d'entre nous, à mettre des mots parfois sur nos sentiments. Est-ce que quand j'ai peur, j'ai vraiment peur? Est-ce que c'est de l'angoisse? Est-ce que c'est de la terreur? Il y a toute une subtilité dans les sentiments que les mots eux-mêmes ne permettent pas toujours d'exprimer. Quand on aime quelqu'un, est-ce que ce qu'on dit de lui, quand on dit j'aime, est-ce qu'on dit bien la même chose que l'autre? Et qu'est-ce qu'on aime vraiment? Et souvent même, on peut douter de l'amour qu'on porte aux autres, en ne sachant pas si on aime l'autre, si on s'aime soi à travers l'autre, si on aime aimer. Bref, l'amour peut avoir plusieurs sens. Et donc du coup, quand quelqu'un dit qu'il aime l'autre, on ne sait pas nécessairement ce qu'il ressent. Et donc du coup, les mots sont généraux et les sentiments sont particuliers. Et dans ce sens-là, on pourrait se demander s'il n'y a pas une limite au langage, et si la profondeur de notre originalité échapperait en fait à la généralisation qu'impose le langage. Et donc du coup, qu'on ne pourrait pas dire quelque chose de fondamental dont on a parlé tout à l'heure, nous ne pourrions pas dire ce que nous sommes en fait. Nous ne pourrions pas dire ce qu'est l'être en moi, ce qui existe en moi. Donc du coup, il faudrait réussir à dépasser le langage pour atteindre une portée symbolique de la langue. Alors voilà, on pourrait, ça ne veut pas dire que les mots ne sont pas suffisants, mais il faudrait les utiliser dans autre chose, dans un autre sens que le sens commun. C'est sûrement ce que fait le poète, c'est sûrement ce que fait l'écrivain. Et puis, plus globalement, peut-être qu'au-delà du langage, l'art est un moyen d'exprimer, peut-être pas de dire, mais d'exprimer ce que nous ne pouvons pas dire, justement, ce qui est indicible. D'ailleurs, parfois, l'humour lui-même pourrait être, non plus l'amour, mais l'humour pourrait être un moyen de dire les choses par un autre biais que par le langage froid et raide. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir la forme du langage comme étant. Le langage est d'abord utilitaire, on le voit bien, et d'ailleurs il a tendance à aller vers de plus en plus d'utilitarisme. On voit bien que si le nombre de mots que nous maîtrisons, que les générations nouvelles maîtrisent est de plus en plus minimal, c'est parce que l'expression est minimaliste, c'est parce qu'on a de moins en moins de choses à dire, on rentre de moins en moins dans les détails. Et qu'on préfère utiliser des codes plutôt que des signes. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Mais toute communication n'est pas un langage. Et on ne peut pas, par exemple, parler du langage du corps, ce n'est pas tout à fait un langage, pas plus qu'on pourrait. Bref, je ne rentre pas dans le détail. Mais on a fait du langage quelque chose d'utilitariste. Alors, dans le commerce, n'en parlons pas. Le commerce n'utilise que du langage utilitariste. Et donc, parce on a toujours pensé, les linguistes ont toujours eu tendance à penser que le langage avait été fait par utilité, pour pouvoir dire les choses et donc exprimer, et pouvoir, par exemple, exprimer un danger, etc. Et il y a un type qui s'appelle Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, j'en parle souvent, mais ce type est un génie, je pense, qui au XVIIIe siècle, alors qu'on ne sait pas grand-chose là-dessus, dit, mais il a une intuition. Il dit, mais pourquoi les hommes. Il a d'abord une intuition géniale, c'est que les hommes ont peuplé la Terre, qu'ils sont certainement nés quelque part et qu'ils ont peuplé la Terre tout entière. Donc, ils se sont écartés les uns des autres et qu'ils ont conquis des territoires pour s'écarter les uns des autres. Et il dit, pourquoi les hommes se seraient écartés les uns des autres pour aller peupler toute la Terre et qu'en même temps, ils auraient inventé un langage simplement utilitariste pour communier les uns entre les autres, enfin pour communiquer, pardon, les uns entre les autres, c'est-à-dire pour être utile. Parce que s'ils se sont écartés, c'est parce que justement, ils sont allés chercher ailleurs pour ne pas se battre avec les autres, peut-être. Ils sont allés chercher ailleurs ce qu'ils pouvaient trouver parce que la nature l'offrait ailleurs. Donc, du coup, il dit pourquoi ils auraient inventé un langage qui les rapprocherait alors que du coup, ils se sont écartés les uns des autres. Et lui, il dit moi, je pense que le langage, il n'est pas lié à l'utilité. Je pense que les hommes, ils ont chanté avant de parler. Je pense que les hommes, ils ont transformé le langage, il est arrivé parce que d'abord les hommes se haïssaient, les hommes se détestaient, les hommes étaient tristes, les hommes s'aimaient, et qu'à partir de ce moment-là, ils ont eu besoin de mots pour essayer d'exprimer les sentiments. Et que d'ailleurs, et donc que le chant a précédé la parole. Et c'est très très intéressant de penser le problème comme celui-là, comme ça, parce que on s'est aperçu après, la linguistique s'est aperçue après que, par exemple, certains peuples ont des chansons, des chants traditionnels très très vieux. On parlait des Inuits, mais qui sont de la même famille que les Indiens d'Amérique du Nord, parce que c'est le passage qui les a amenés là-bas. Eh bien, chez les Indiens d'Amérique du Nord, par exemple,
plusieurs chants ancestraux ne sont que des sons, en fait. Ils ont précédé le langage, en définitive. Ils ont précédé l'articulation sensée des mots et des phrases. Donc, c'est intéressant de penser que le langage pourrait être aussi le moyen symbolique de tout dire, en ceci que son origine serait peut-être justement l'art. Voilà. Hein. L'utilisation du langage d'abord artistiquement, comme moyen de chanter le monde, d'imiter les oiseaux, d'imiter les animaux, de chanter l'amour, de crier la haine, etc. Et que peu à peu, il serait devenu utilitariste comme aujourd'hui, et qu'il aurait un peu perdu du coup sa faculté d'exprimer nos sentiments. Donc du coup, nous ne pouvons pas tout dire. En tout cas, nous ne pouvons dire que ce qu'il reste à dire, que ce que le langage nous permet de dire, que ce que nous connaissons des mots, donc ce que nous connaissons des choses, etc. Mais ce n'est pas parce que nous ne pouvons dire que ce qu'il reste à dire qu'il faut tout dire au niveau moral. Ça, c'est la question, la troisième question. Donc, j'ai essayé d'aller assez vite. Je vois que même sur Instagram, on a tenu plus d'1 heure, donc c'est cool. Maintenant, bon, est-ce bien de tout dire? Je vais aller assez vite parce qu'il est quand même tard. Donc, en gros, quelle est la limite morale de mes échanges avec autrui? Bon, chacun met ses propres limites à son expression avec autrui. Je vais pas ici, c'est pas la question ici n'est pas de faire une leçon de morale. Et nous sommes capables de distinguer chacun d'entre nous ce que nous pensons et ce que nous pouvons dire aux autres. Et nous ne nous exprimons pas de la même manière avec nos amis qu'avec, je ne sais pas, une autorité quelconque ou quoi que ce soit, ou à nos enfants ou quoi que ce soit. Donc, on adapte notre langage à notre interlocuteur. Ça, c'est une évidence et chacun le fait bien comme il l'entend. Mais on pourrait alors penser que peut-être que d'adapter son langage à ceux qui sont devant nous, c'est une manière de ne pas nécessairement dire ce qu'on pense, donc de cacher une partie de la vérité à l'autre, de cacher peut-être ce qu'on est réellement aussi à l'autre. Et on pourrait considérer que c'est une forme de trahison de l'autre que de ne pas lui dire certaines choses parce qu'il serait pas, on considérerait qu'il n'est pas en position de pouvoir les entendre. Donc, faudrait-il taire des choses qui ne pourraient pas être entendues? Et de quel droit je pourrais décider qu'elles ne peuvent pas être entendues? Je donne un exemple, parce qu'on comprend qu'il y a des choses qu'on n'est pas prêt à dire à des gens qu'on aime ou à qui on ne voudrait pas faire de mal. Mais par exemple, au niveau politique, le secret d'État, c'est bien ce secret par lequel l'État considère qu'il y a des choses qu'il ne peut pas dire au peuple. On peut se demander quelles peuvent être les limites du secret d'État. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais que ça ne pourrait ne pas exister, mais parfois on a l'impression que le secret d'État cherche aussi, bon, il a servi à ça dans l'histoire, à cacher des choses qui n'étaient pas très reluisantes du côté de l'État lui-même, et donc à protéger l'État. Mais c'est le cas aussi des secrets de famille, par exemple. On sait en psychanalyse aujourd'hui que les secrets de famille, parfois, ont été très, très importants. Par exemple, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on a eu des effets, la psychanalyse à étudier ça de manière assez importante, sur les enfants dont les familles avaient collaboré, ou les petits-enfants parfois. Ça saute 2-3 générations. Ont eu des traumatismes psychologiques qui étaient liés au fait de ne pas dire, d'avoir censuré la réalité de ce qu'avait fait la famille pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, le problème de ne pas dire à l'autre, c'est que ça nous pose un peu dans une forme de paternalisme, d'autorité extérieure à l'autre, surplombant l'autre et lui interdisant d'avoir accès à la vérité et à ce que sont réellement les choses parce qu'on aurait décidé que c'était comme ça. Donc, du coup, ça revient à se demander si toute vérité est bonne à dire. S'il n'y a pas des vérités dangereuses, et sinon, si les vérités ne sont pas bonnes à dire, qui juge des vérités qu'il faudrait taire et de celles que l'on pourrait dire? Et si toutes les vérités sont bonnes à dire, comment les dire? Voilà. Comment faire pour pouvoir dire la vérité à quelqu'un sans attenter à son honneur, sans attenter sans qu'il subisse une violence en l'entendant? C'est-à-dire, en gros, tout dire sans empêcher l'autre de dire quoi que ce soit. Voilà, sans lui couper la parole. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais en définitive, est-ce que c'est vraiment ce que l'on a à dire qui pose problème dans notre rapport à autrui, ou est-ce que c'est la façon dont on le dit et les conditions dans lesquelles on l'exprime? Je prends un exemple, Elie Semoun et Dieudonné. Dieudonné a été condamné plusieurs fois pour racisme. Pourtant, Dieudonné a fait un sketch avec Elie Semoun, il s'appelait En duo et Dieudonné, que vous connaissez peut-être, qui est le sketch de deux parents qui s'engueulent à cause de leurs enfants. Donc, Elie Semoun joue le rôle du père juif et puis Dieudonné joue le rôle du père musulman et noir. Et donc, du coup, les deux énoncent des propos racistes sur l'autre de manière absolument
folles. Bon, voilà, les plus grosses horreurs racistes qu'on peut dire. Bah, c'est un des sketchs les plus drôles que moi j'ai eu à entendre dans mon existence. Pourquoi? Parce que quand Élie Dieudonné dit des saloperies sur les Noirs qui réduisent aux singes, etc., machin, et que Dieudonné dit du mal des Juifs qui seraient raptous, qui prendraient l'argent, etc. Euh, euh, on sait que c'est de l'humour, on sait que c'est pour faire rire. Il y en a un qui est juif, l'autre est musulman et il est noir. Bon, donc du coup, on sait que c'est pour faire rire. On sait qu'il ne s'insulte pas. Et donc du coup, comme c'est dans l'intention de faire rire, c'est entendable. Mais quand Dieudonné, tout à coup, se met à écrire un programme politique, se met à théoriser par écrit, et même à l'oral, hein, dans des interviews, se met à théoriser son antisémitisme, l'explique qu'il fait monter sur scène un révisionniste Forisson de Lyon, un ancien prof de fac de Lyon, il y a très longtemps, qui avait été suspendu pour révisionnisme, qu'il le fait monter sur scène avec un pyjama des prisonniers des camps de concentration, et qui fait des blagues sur les juifs. Là, c'est plus drôle. C'est plus drôle parce que l'intention derrière, ce n'est pas de faire de l'humour. Ceux qui rient de ces blagues-là, ou ils ne savent pas qui est Dieudonné et il leur ment, et eux sont des ignorants qui sont manipulés, ou s'ils rient et qu'ils savent qui est Dieudonné, eh bien, ce sont des racistes. Voilà. Donc, du coup, ce n'est pas tellement ce qui est dit qui est drôle ou pas drôle, ou qui est entendable ou pas entendable. C'est certainement les conditions dans lesquelles on le dit et l'intention qui est portée par celui qui dit. Donc, peut-on tout dire? Peut-être qu'on peut tout dire à condition que nos intentions ne soient pas cachées, que nos intentions ne soient pas la violence ou la destruction de l'autre ou l'attentat à son existence. Donc, le problème, c'est qu'en même temps, on ne peut pas laisser tout dire. On peut peut-être tout dire, mais on ne peut pas laisser tout dire. On ne peut pas, et c'est bien là le problème de la tolérance, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui est un problème qui me tient à cœur, hein, c'est qu'il faut être tolérant, il faut être tolérant. Oui, d'accord, mais on ne peut pas laisser tout dire. Il y a un moment donné où il faut faire taire l'autre. On ne peut pas le laisser continuer de dire des âneries, on ne peut pas le laisser continuer de dire ce qui n'existe pas. Tout dire, c'est pas dire n'importe quoi. Tout dire, c'est pas violer les principes de la logique, c'est pas violer les principes de la cohérence, c'est pas violer les principes du vocabulaire, de la langue. Tout dire, c'est pas dire n'importe quoi. Et donc, il y a un moment donné où on ne peut pas laisser tout dire. Et il ne faut pas confondre penser à ce qu'on dit et dire ce qu'on pense, hein. Moi, je trouve qu'il y a un danger. Le premier à l'avoir dit, c'était Jean-Marie Le Pen, enfin à l'avoir dit, évidemment il y en a d'autres, hein, mais il en faisait, lui, presque une devise, hein, c'est « je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas ». Eh bien, je pense que c'est un vrai danger. C'est ce qu'on appelle le populisme. C'est-à-dire dire tout haut ce que les gens pensent tout bas revient en définitive à croire que ce qui est en moi est forcément vrai. Ce que je ressens à l'intérieur est forcément vrai puisque c'est moi qui le ressens. Eh bien non, moi, il y a des choses que je pense tout bas que je ne dirai jamais tout haut parce que je sais qu'elles ne sont pas vraies, parce que je sais que je les pense en moi malgré moi, parce que je sais qu'elles adviennent en moi, parce que je sais que elles ne peuvent pas être extériorisées, parce qu'elles ne sont pas l'expression en fait de ma sincérité. Ma sincérité, elle passe essentiellement par le fait que justement, je vais prendre le temps de penser à ces choses que je ressens au fond de moi et que parfois j'aurais aimé dire. Et je me retiens parfois de dire des choses. Et et vous aussi, évidemment, tout le monde le fait. Parce que ça demande du courage, ça demande de penser, ça demande de renoncer à une partie de soi-même qui nous échappe. Et donc, du coup, dire tout haut ce que les gens pensent tout bas, c'est souvent essayer de tenter d'exprimer des affects et des pulsions qu'on instrumentalise. Et c'est souvent dans le cadre de la recherche du pouvoir qu'on fait ça. C'est instrumentaliser nos pulsions pour essayer de montrer que t'as vu, moi je suis honnête, t'as vu, moi je suis courageux, je dis ce que je pense. Voilà. Eh bien, c'est très souvent les gens courageux qui disent ce qu'ils pensent et qui sont fidèles à leurs idées, il ferait mieux de penser à ce qu'ils disent. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est fidèle à une idée, hein, et qui reste figé sur la même vérité pendant des siècles. Toute la difficulté, donc, du coup, consiste à cela, bon, je l'ai dit, hein, c'est les sophistes que combattait Platon, c'est les publicitaires aujourd'hui qui en ont rien à faire du contenu de ce qu'ils disent, c'est évidemment le populisme ou les démagogues. Mais en même temps, comment dire et laisser la parole à l'autre? C'est une vraie, parce que tout dire, c'est aussi se taire. Tout dire, c'est aussi se donner la capacité à un moment donné d'arrêter de dire pour laisser parler l'autre. Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt arrêter de dire. Mais pour laisser parler l'autre. Et donc, du coup, c'est toujours, peut-on tout dire, revient toujours à ce moment où nous allons nous poser la question de notre rôle dans le rapport à autrui et dans le dialogue. Voilà. Comment entretenir le dialogue avec l'autre, tout en laissant à l'autre la capacité de s'exprimer, tout en ayant la force de l'écouter, de ne pas rester bloqué sur ses paroles et sur les nôtres, hein, et de ne pas rester bloqué sur une vérité que l'on croit absolue,
Mais justement, exprimer une vérité pour la révéler, pour faire qu'elle existe, peut-être même pour l'éprouver soi-même, hein, parce que c'est à l'épreuve de l'autre que nous allons comprendre peut-être que nous nous trompons. Donc comment à la fois parler dans le dialogue et ne pas faire taire l'autre. Voilà. Comment utiliser les bons mots pour ne pas faire taire l'autre. C'est une vraie question et une vraie difficulté qu'on ne résoudra pas aujourd'hui. Et donc enfin, là on a parlé de l'espace privé, hein, c'est une question donc qui appartient, peut-on tout dire, c'est une question qui appartient à l'espace privé, et chez moi tout seul je peux tout dire, hein, on s'en fout, mais il y a aussi la question qui appartient à l'espace public. Et là c'est bien la question dans l'espace public, nous sommes renvoyés aux autres, et donc à la légalité du propos. Alors je ne vais pas avoir le temps de développer cette partie-là, je vais juste dire un truc, c'est que, évidemment, la liberté d'expression est une liberté fondamentale dans une démocratie, mais on voit bien que, par exemple, il y a des propos qui sont tenus secrets légitimement. Par exemple, le secret médical, il y a des choses qui sont tues, qui appartiennent parce qu'elles appartiennent à des personnes, elles doivent être tues, et que la liberté d'expression, c'est pas la liberté de dire n'importe quoi. Alors du coup, la question, c'est de savoir, mais quand est-ce que la loi peut interdire quelque chose ou pas? J'aurais aimé développer cette question-là, mais j'aurais pas le temps. Mais il y a un texte de Spinoza qui est super intéressant là-dessus, hein, qui est dans le traité théologico-politique, et qui dit en fait, il faut distinguer dire et agir. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Entre guillemets, je ne reviens pas là-dessus. C'est un peu compliqué. Mais tout le monde a une liberté de penser. Cette liberté de penser, elle doit s'accompagner de la liberté d'expression. Parce que s'il n'y a pas la liberté d'expression, on pourrait manipuler ma pensée. La liberté de penser n'est garantie qu'à partir du moment où plusieurs expressions différentes peuvent être données à ma pensée et que, en tant que penseur libre, je peux faire moi-même ma propre idée des choses et penser par moi-même parce que j'aurai des points de vue différents. Mais pour avoir des points de vue différents, encore faut-il que l'éducation qu'on me donne laisse la liberté d'expression, l'édition, etc., les auteurs, etc., pour que j'ai plusieurs points de vue. Donc la liberté d'expression est indispensable à la liberté de penser. Donc on ne peut pas supprimer la liberté d'expression et on ne peut pas la limiter. Mais alors pourquoi peut-on interdire certaines choses qui sont dites? Eh bien Spinoza dit, en fait, il s'agit de distinguer dire et agir. Et toute parole qui pousse à agir doit être considérée non plus comme une liberté d'expression, mais comme une liberté d'action. Et donc, elle doit connaître les mêmes limites que la liberté d'action. Donc, par exemple, l'appel au meurtre, l'appel au crime, l'appel à la haine sont tuer quelqu'un, insulter quelqu'un, mentir sur quelqu'un, diffuser des fausses informations qui pourraient l'amener à être, je ne sais pas, tué par d'autres, violenté par d'autres, etc. Donc, qui pourraient amener à des actions. Hein. Eh bien, si les actions auxquelles elles appellent sont elles-mêmes en direction d'individus privés qui ont le droit à leur vie privée, il y a l'attaque de la vie privée d'une part, et de l'autre côté, peuvent amener à des actions de haine, de racisme, etc., vis-à-vis d'autrui, donc qui poussent à l'action elle-même non légale, eh bien, la liberté, on n'est plus dans la liberté d'expression, on est dans la liberté d'action, et elle doit être limitée. Voilà la position de Spinoza. Euh, Elle est intéressante, elle n'est pas définitive, elle est intéressante, mais je voudrais juste terminer sur un truc, c'est que moi j'entends de plus en plus de gens qui par exemple disent aujourd'hui, hein, je parle de jeunes, hein, et puis il y a eu des sondages qui sont sortis là-dessus depuis Charlie Hebdo, etc., et depuis des attentats en France, on n'aurait pas le droit de dire du mal, si ça blesse les gens, on n'aurait pas le droit de dire du mal par exemple des religions, on n'aurait pas le droit de dire du mal des institutions. Mais à ce moment-là, si on commence de dire on ne peut plus dire du mal parce que on ne parle pas de gens, là. Il ne s'agit pas de dire du mal de quelqu'un qui adhère à une religion. On n'a rien à dire sur les religions. On n'a rien à dire sur la sexualité de quelqu'un, sur son homosexualité, etc. Mais si on commence à ne plus pouvoir avoir à dire sur les institutions qui sont les religions, euh, eh ben, on ne peut plus rien dire, parce que ça ferait du tort à ceux qui y participent. À ce moment-là, on ne peut plus rien dire, parce que vous voulez dire du mal des profs de l'éducation nationale, ben, ça va faire du tort aux profs. Vous allez dire du mal des chanteurs français, ben, ça va blesser certains chanteurs. Et donc, du coup, si à chaque fois on prenait en considération l'idée même de blesser quelqu'un dans le domaine public, à ce moment-là, on peut interdire toute forme d'expression. Et donc, du coup, ça ne peut pas être un bon critère que celui-là. Oui, parfois, nous sommes blessés par des propos qui sont dans le domaine public sur des institutions, sur des groupes publics, comme je l'ai dit, sur des métiers, des blagues qui ne sont pas drôles, qu'on ne prend pas drôle parce que bah, nous, on est prof, par exemple, nous, on est belge. Quand on fait des blagues sur les Belges, il y a quelque chose qui pourrait être dérangeant si on est belge. Donc, la question de la liberté d'expression, elle est compliquée parce que elle a tendance à nous pousser à croire que et ça, c'est un principe qui est très critiquable, qui est le principe de la tolérance, c'est que par tolérance, il faudrait que nous nous censurions nous-mêmes et que nous ne disions pas certaines choses par peur
de faire du mal aux autres. Voilà, c'est une vraie question. La liberté d'expression en France, elle est régie par la loi. Et à chaque fois que des gens ont porté plainte, par exemple, contre Charlie Hebdo, pour racisme, etc., ils ont toujours été déboutés parce que se moquer de Dieu, se moquer du prophète, se moquer de personnages qui n'existent plus ou dont on fait la publicité dans le cadre d'une religion, publicité dans le sens on le rend public, ce n'est pas un attentat à l'honneur des gens et à ceux qui y croient. Et que à partir du moment où je suis un personnage public, je suis bien obligé d'accepter qu'on rigole de moi. Autrement, bah, il suffit que je me retire dans la vie privée. Par contre, si on attente à ma vie privée alors que je suis un personnage public, là, on n'a pas le droit. Bon. Et on est souvent moins gêné, d'ailleurs, de voir des hommes publics qu'on a pris en photo de loin en maillot de bain dans leur piscine que de voir qu'il y a des gens qui font des dessins humoristiques et sarcastiques sur sur les mêmes hommes politiques ou sur certaines religions ou sur les religions en général. Et donc, du coup, on peut s'interroger sur l'avenir de cette liberté d'expression. Voilà, en gros, c'était juste pour dire que nous n'avons pas grand-chose à dire sur le monde. J'ai mis plus d'une heure pour dire que j'avais pas grand-chose à dire, en fait. Mais bon, nous n'avons pas grand-chose à dire et ce que nous disons est toujours limité par les moyens qu'on utilise pour s'exprimer. Cela nous renvoie donc à la limite de notre propre pensée et aux relations que nous entretenons avec nos propres certitudes. Voilà, ça a été encore à 100 à l'heure, je suis navré. Je ne ferai pas mieux la prochaine fois. À chaque fois, je dis que je ferai mieux et j'y arrive pas. Donc, je vous remercie d'avoir tenu le coup jusqu'à maintenant. Écoutez, dans un mois maintenant, on se reverra dans un mois en live. Il y aura 2 nouvelles questions. La première arrivera mardi et la deuxième dans 15 jours. Voilà, écoutez, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me mettre un petit mot. À très bientôt à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao.